Alors bonjour à tous, je vais vous parler donc du traitement du CHC avancé. Alors comme vous le savez tous, l'indication première du traitement du CHC, les traitements systémiques, s'adresse essentiellement au CHC avancé, donc BCLCC, et puis une petite partie également à des BCLCB, donc à des CHC intermédiaires, chez qui la chimioembolisation a été un échec. Et si on regarde un petit peu les essais de phase 3 et qu'on regarde la proportion des patients BCLCC en orange et des patients BCLCB après échec de chimioembolisation, et bien on voit qu'on a une large proportion de patients avec un CHC avancé qui reçoivent des traitements systémiques. Alors, avant l'ère de l'immuno-oncologie, on avait des TKI. En 2008, le sorafenib est arrivé avec 2 essais, l'essai caucasien-Sharp et l'essai Asie-Pacifique, tous les deux positifs et qui ont permis l'arrivée donc du premier traitement systémique efficace contre le CHC. Et puis un peu plus de 10 ans plus tard, le lenvatinib, dans un essai de non-infériorité, l'essai Reflect était positif, qui montrait qu'en termes de survie globale, eh bien, le lenvatinib n'était pas inférieur au sorafenib. Alors il y a quand même des différences entre les deux traitements, c'est pas tout à fait pareil. En survie, dans Reflect, on a la même survie à peu près. Le lenvatinib donne des meilleurs résultats en termes de temps jusqu'à progression, et également un meilleur taux de réponse, 24% en résiste, EM résiste par ses pairs investigateurs. Et si on prend en revue centralisée, eh bien, on atteint 40%, ce qui est pas mal du tout. Alors qu'avec toutes les autres TKI actuellement utilisées dans le CHC, on verra que le taux de réponse est toujours inférieur à 10%. En termes de profil de tolérance, avec le lenvatinib, on aura plutôt des problèmes au niveau de l'hypertension, de la diarrhée, alors qu'avec le sorafenib, il y a un peu plus de syndrome de main-pied. Il y a plus de 10% de grade 3-4 en syndrome de main-pied avec le sorafenib, versus que 3% avec le lenvatinib. Et en termes de qualité de vie, on sait que ça peut jouer. Ensuite, en deuxième ligne, en cas d'échec du sorafenib, et toutes les deuxièmes lignes ont été testées chez des patients qui ont été pré-traités par sorafenib. Dans les séries Source, c'était des patients qui ont relativement bien toléré le sorafenib et qui ont progressé sous sorafenib. Ils ont été testés donc avec le regorafenib versus placebo en double aveugle et l'essai positif. Et l'autre essai de deuxième ligne positive, c'est avec le cabozantinib, c'est Célestial. Pareil, des patients pré-traités par sorafenib, tolérants ou intolérants. Et 3/4 des patients étaient en deuxième ligne et 1/4 étaient en troisième ligne systémique. Et on a également un bénéfice tout à fait significatif par rapport au placebo. La différence, donc on ne peut pas comparer d'un essai à l'autre, hein, c'est très compliqué, mais bon, juste pour avoir une idée globale. En survie globale, c'est quasiment pareil, presque 11 mois, entre 10 et 11 mois. Le cabozantinib fait un petit peu mieux en termes de PFS. Et le taux de réponse n'est pas bon avec les deux médicaments, donc c'est plutôt des drogues plutôt tumorostatiques plutôt que tumoricides. En termes de tolérance, si on prend que les grades 3-4, si vous comparez le Rego à gauche versus le Cabo à droite, on voit que c'est globalement le même profil de tolérance entre le Cabo et le Rego. Autre essai qui a été mené, c'est le ramucirumab pour les patients qui avaient un CHC avec un taux d'alpha-fetoprotéine élevé, à plus de 400 nanogrammes par millilitre, l'étude REACH2, qui permet de démontrer un bénéfice sur la survie globale. Et comme c'est un anticorps monoclonal, c'est très bien toléré. Les seuls effets secondaires vraiment significatifs, c'est l'hypertension artérielle et éventuellement les risques hémorragiques. Alors, l'algorithme actuel, c'est avant l'ère de l'immunothérapie, bien sûr. C'était sorafenib ou lenvatinib dans 95% des pays du monde. En France, c'est que le sorafenib, puisque le lenvatinib n'a pas passé la commission de transparence. Et après le sorafenib, on a le choix entre regorafenib ou cabozantinib. Et le ramucirumab n'est pas remboursé en France. Alors évidemment, le but de ces patients, on sait très bien comment en guérir quasiment aucun, c'est de les faire vivre le plus longtemps possible. Et plus on accumule les lignes, et plus on a de chance de mener le patient loin dans la vie. Voilà, donc ne pas hésiter à switcher rapidement à progression radiologique, ne pas attendre la progression symptomatique, car la plupart du temps c'est trop tard, et on ne pourra plus donner quoi que ce soit au patient après progression symptomatique de la maladie cancéreuse. Après, donc ça c'est arrivé en 2017, l'immuno-oncologie. Ça avait débuté dans les années 2010 pour le mélanome. Donc, premier papier en 2017 dans le Lancet avec le nivolumab, qui est un anti-PD1, dans l'étude Checkmate 040.
C'est une étude de phase 1B2 et on peut noter un taux de réponse en RECIST de 14,5% et en MRECIST à 18%. Et ce qui était important dans ce taux de réponse, c'était surtout que la réponse, elle est très prolongée. Donc quand il y a réponse, c'est prolongé, ça c'est important. Et surtout, lorsque on split les patients, enfin les courbes de survie entre les répondeurs, c'est-à-dire répondeurs partiels ou complets en vert, versus les patients qui ont une maladie stable en orange, et versus ceux qui progressent en gris, et on voit que la survie n'est pas du tout la même. Donc il est possible, alors il faut rester prudent, ce sont des phases 1, ce sont des résultats préliminaires, attendons les résultats à partir des phases 3, mais néanmoins on a l'impression que les patients qui répondent à l'immunothérapie, premièrement ça dure, et deuxièmement ça impacte vraiment sur la survie. Et ça c'est important. Et dans avec le nivolumab par exemple, on voit que la survie à 4 ans est de presque 90% pour les patients qui répondent. Et la première drogue ou la première combinaison à base d'immunothérapie qui a été approuvée en phase 3, c'est la combinaison atezolizumab plus bevacizumab. Évidemment, c'est comparé par rapport au gold standard, et le gold standard, c'est le sorafenib. C'est une étude ouverte, prospective, contrôlée, randomisée, etc. Le taux de réponse, selon RECIST, c'était 27%, MRECIST, on améliore un tout petit peu, 33%. Ce qui est important, c'est le taux de contrôle de la maladie, 75% à peu près. La médiane de durée de réponse, elle n'est pas atteinte, ça c'est très important, donc des réponses extrêmement prolongées. Et on voit que quand on a suffisamment de patients qui répondent avec des réponses prolongées, on impacte sur la médiane de survie. Et pour l'instant, les résultats ne sont pas matures, donc il faut rester prudent, on n'a pas encore beaucoup de suivi. Mais néanmoins, à l'heure actuelle, la médiane n'est pas atteinte avec l'association atezo-bevacizumab, alors qu'elle est à 13,2 mois sous sorafenib. Et lorsqu'on reprend, là je ne vais pas en parler dans cet exposé, mais quand on reprend tous les essais de monothérapie avec le nivolumab ou avec le pembrolizumab, on s'apercevait qu'on avait des taux de réponse qui étaient moindres, qu'on était à entre 15 et 20%, pas plus. Mais néanmoins, avec des patients, lorsqu'ils répondaient, c'était également des réponses extrêmement prolongées. Mais néanmoins, il n'y avait très certainement pas assez de patients qui répondaient pour que ça impacte sur la médiane de survie. Le co-primary endpoint dans cette étude, c'était la PFS, et est également largement positive. Alors maintenant, on se trouve face à un algorithme qui, très certainement, sera prochainement l'association atezo plus beva. En deuxième ligne, partout dans le monde, c'est sorafenib plus lenvatinib. En France, ce sera sorafenib. Et puis ensuite, en troisième ligne, Rego, Cabo, ça c'est chacun en fonction de sa sensibilité, de son expérience et du profil patient. Alors, l'avenir proche, et puis on verra l'avenir un petit peu plus lointain. Donc le proche, c'est que probablement en 2021, on aura les résultats de cette phase 3 avec l'association Durva plus Trémé. De l'association Niveau IPI, ce sera plutôt 2022-2023. Et puis, surtout, on aura des résultats des combinaisons entre des checkpoint inhibiteurs et des régulateurs du micro-environnement. Et notamment, on attend les résultats de l'essai LIB002, qui associe le pembrolizumab et le lenvatinib, et de l'essai Cosmic 312, qui associe l'atezolizumab et le cabozantinib. Puis, on a des phases 2, bien sûr, des anti-PD1 associés des anti-LAC3. C'est qu'une phase 2 qui va débuter courant 2021. Et l'anti-TIM3 ne sera testé qu'en Chine et aux États-Unis. Donc la France ne testera pas cette drogue en phase 2. Et puis on attend également la phase 3 qui associera le pembro et le regorafenib. Donc je vais simplement vous montrer quelques résultats des phases 1 avec ces différentes combinaisons. La première, c'est niveau IPI. Donc c'est une phase 1B. Le taux de réponse est de 32%, avec la meilleure dans le meilleur bras. La durée de réponse, elle est longue, elle est de 18 mois à peu près, et la DCR est à 54%. Donc c'est pas tant que ça en DCR. Mais pareil, si on split les courbes de survie en fonction du profil de réponse, c'est-à-dire répondeur, qu'il soit complet ou partiel, c'est des patients qui vont vivre longtemps par rapport aux patients qui sont stables et en comparaison également avec les patients qui ont une tumeur qui ne répond pas du tout et qui progresse sous immunothérapie. Donc très certainement que le taux de réponse, c'est un facteur qui est intéressant comme surrogate marqueur sur la survie des patients. Autre combinaison, c'est niveau IPI-CABO.
On arrive avec cette triplette à une trentaine de % de réponses, toujours pas mal, et la médiane de survie n'est pas atteinte dans ce groupe triplette. Voilà, on attend les phases 3 pour avoir d'autres résultats. Autre essai intéressant, c'est l'association de Durva et de Trémé. Donc ça, c'est la phase 1. La phase 3, c'est l'essai Himalaya. On devait avoir déjà des résultats préliminaires à l'ESMO, ça a été repoussé. Donc peut-être à l'ASCO GI. Le taux de réponse avec la meilleure combinaison, donc Trémé, forte dose, Durva, on est à 24% de taux de réponse. Le taux de contrôle de la maladie, 45%. Donc comme niveau EPI, c'est à peu près pareil, moins de 50% si on fait que de l'immunothérapie en combinaison. Le temps, la durée de la réponse, est pareil, elle est longue, hein, donc la médiane n'a pas été atteinte. Et la médiane de survie est à 19 mois dans cette phase 1. Autre étude, c'est une phase 1B avec Pimbro et Rego. Le taux de réponse est à 26%. Et quand on voit qu'on associe un checkpoint inhibiteur avec une TKI, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que le taux de contrôle de la maladie n'est pas à 50%, mais il passe à 90%. Et autre association d'immunothérapie avec une TKI, c'est donc lenvatinib plus pembrolizumab. On aura les résultats de LIP 002, je ne sais pas, peut-être fin 2021, début 2022. On a des taux de réponse à plus de 30% en résiste 1.1, et si on passe en M-résiste, on est à 46%. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. On verra si la phase 3 confirme. Et pareil, le taux de contrôle de la maladie, hein, qu'on voit qu'on associe TKI plus immunothérapie, on n'est pas à 50%, on est à 80-90%. Donc c'est pas mal du tout. Et évidemment, la durée de la réponse, elle est longue. Et pareil, si on split les patients en fonction du profil de réponse, eh bien, on a les patients qui survivent longtemps, c'est les répondeurs complets ou répondeurs partiels. Les stables, c'est pas si mal. Et les patients qui progressent, évidemment, ont une survie qui n'est pas très bonne. Voilà, donc en résumé et en perspective, donc les traitements systémiques, c'est pour les BCLCC, certains B, et puis on a vu que ça va s'étendre dans des contextes néoadjuvants, adjuvants, associés à la thèse, peut-être en comparaison de la thèse, pourquoi pas. Et pour l'instant, en dehors de l'immunothérapie, le traitement de référence en France, c'est le sorafenib. En deuxième ligne, je ne sais pas, c'est comme vous voulez, Rego ou Cabo, comme vous le sentez. Et puis, on a vu que je ne l'ai pas très bien expliqué, mais c'est vrai que les anti-PD-1 en monothérapie ne donnent pas des résultats satisfaisants parce que la médiane de survie n'est pas atteinte. Mais néanmoins, les patients qui répondent en tirent énormément bénéfice de la réponse au traitement. Et donc, il faut des combinaisons. Et la première en phase 3 qui était validée, c'est la Tezobeva. Et ça va devenir le gold standard de la première ligne. Et puis ensuite, si les autres essais de phase 3, dont on aura le résultat en 2021-2022, sont positifs, on aura plusieurs possibilités en première ligne, Atezobeva, ou alors une combinaison anti-PD-1, anti-CTLA4, ou une combinaison anti-PD-1 avec une TKI. Voilà, ça sera peut-être un traitement à la carte en fonction du profil patient. On peut imaginer, mais je dis complètement au hasard, si un patient a des varices stade 3 avec des signes rouges, etc., on ne va peut-être pas donner du BEVA. On ne va peut-être pas donner une TKI, on donnera plutôt une association type PD-1 CTLA4. A l'inverse, si un patient est à haut risque d'auto-immunité parce qu'il a un lupus mal contrôlé, je dis complètement au hasard, on ne va peut-être pas donner une double immunothérapie. Voilà. Ce sera certainement des traitements à la carte en fonction du profil patient. Et puis ce qui sera intéressant surtout, c'est les deuxièmes lignes. Parce que rebasculer dans du sorafenib, monothérapie, puis ensuite cabo-monothérapie, etc., c'est pas très excitant quand même. Donc ça sera très certainement trouver les bonnes combinaisons d'immunothérapie, de TKI ou d'autres pour rattraper l'absence de réponse à l'immunothérapie. Ce sera peut-être également de la vaccinothérapie pour déclencher la réponse immunitaire. Ce sera peut-être également des inhibiteurs de PARP, par exemple, ou d'autres inhibiteurs comme des inhibiteurs de DNAPK, d'ATM, d'ATR, qui peuvent rendre la tumeur potentiellement immunogène en la rendant instable au niveau génétique. Enfin, il y a tout un tas de choses à faire. Ça peut être la radiothérapie abscopale. Il y a tout un tas de choses à faire, à explorer. Et l'avenir est vraiment très, 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 très excitant en termes de recherche clinique et translationnelle et fondamentale, bien sûr. Voilà, je vous remercie. Merci.